président Paul Biya a été élu en 2018 et 2025. Tout cela parce qu'il se sent tout puissant. Regardez comment il nous a traités, comment il nous traite au lendemain de l'élection présidentielle. Tout cela parce qu'il se sent terriblement puissant. Il est important que le peuple puisse être conscient de sa situation. Il est important que le peuple puisse être conscient de ses droits, de ses responsabilités face aux personnes qui deviennent fous, qui deviennent folles face au pouvoir. Il est important que le peuple, qui est le véritable constituant, soit conscient de son pouvoir pour arrêter systématiquement toutes ces personnes qui arrivent au pouvoir et ont l'ivresse du pouvoir. C'est la raison pour laquelle on a fait énormément de panels pour vous expliquer quels étaient les engagements que le président Issa Tchiroba avait pris. Aujourd'hui, je vous ai également ici, j'ai animé des panels pour vous expliquer pourquoi on devait résister, pourquoi on devait accepter les villes mortes. Merci pour ces cadeaux. Pourquoi on devait aller au front. Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas abandonner? Aujourd'hui, nous avons perdu un chef. Nous avons perdu un leader. Nous avons perdu un grand homme. Et c'est la manière avec laquelle Ekane Anissé a été volé à la vie qui fait mal. Nous savions qu'il était malade. Nous savions qu'à tout moment, il pouvait perdre la vie. Mais le président Ekane Anissé était un homme extrêmement solide. Il vivait avec son handicap et il s'organisait avec son handicap. Je peux vous dire que le jour où vous le voyez au Conseil constitutionnel, la veille, il est hospitalisé. La veille, il est hospitalisé à l'hôpital général à Yaoundé. Il sort de son lit d'hôpital pour arriver au Conseil constitutionnel. Le président Ekane Anissé était habitué avec sa maladie. Il vivait avec. Et cette maladie ne lui empêchait pas de pouvoir mener des actions. De quoi s'agit-il? Au lendemain du Covid, pendant le Covid, je voudrais dire, pendant le Covid, le président, tapotez le live s'il vous plaît, partagez, parce que nous en avons pour une heure. Pendant le Covid, le président Ekane Anissé a eu le Covid. Il a eu le Covid. Il s'est soigné par la méthode traditionnelle, il s'en est sorti. Sauf que quand il s'en est sorti avec des séquelles graves. Il avait des problèmes respiratoires et c'est la raison pour laquelle il utilisait son appareil respiratoire. Vous voyez, ça fait plus de 2 ans qu'il a cet appareil respiratoire, il fonctionne avec. Ça ne lui a pas posé de problème. Il savait faire avec. Pour ceux qui l'ont connu, quand il allait dans des meetings, quand il allait dans des plateaux de télé, il avait son appareil respiratoire. Et comme je vous le confirme, au moment où il va au Conseil constitutionnel, la veille, il est terriblement souffrant et il est hospitalisé. Mais il vivait, c'est un homme à la peau dure. On l'arrête, on l'amène au CED, on le met dans une salle où l'air même pour respirer est terriblement pollué et on lui arrache son matériel. Il a fait 38 jours de séquestration. Pendant 30 jours, il a été privé de son matériel. C'est jeudi dernier, c'est-à-dire jeudi qui précède le lundi avant sa mort, le jour de son décès. C'est jeudi qu'on vient avec cet appareil, on lui balance cet appareil en disant voilà ton appareil. Et il va avoir le réflexe de tout combattant en disant moi je ne sais pas ce que vous avez traficoté avec cet appareil. Je voudrais qu'il soit inspecté avant que je le mette. On n'a pas, comme disent les Camerounais, on n'a pas géré cette situation-là. Donc il est resté dans une situation complètement difficile et il s'est retrouvé au moment où il aurait pu se reposer, pris en charge. On est venu le prendre pour dire qu'il doit aller au tribunal militaire. Sans avertir ses avocats, sans que lui-même ne soit averti. Et c'est au tribunal militaire qu'il a fait un malaise grave.
au lieu qu'on le prenne, connaissant son état de santé, au lieu que les autorités le prennent et le ramènent à l'hôpital ou même dans une infirmerie, on le prend, on le ramène dans sa cellule. Et c'est dans sa cellule qu'il serait décédé entre le vendredi, je crois, et le lundi. Donc tout ce qu'on raconte, qu'il a été pris en charge, qu'il est mort à l'hôpital, c'est absolument faux. Il est mort dans sa cellule. Et donc, cette mort-là, c'est la mort de trop. Je pense que notre devoir, c'est d'honorer le président Ekana Lissé. C'est d'honorer toutes ces personnes qui ont payé de leur vie pour revendiquer une élection, pour revendiquer une victoire à une élection. Il y a déjà eu trop de morts. Et il est temps que les personnes qui pensent qu'ils ont le permis de massacrer les Camerounais rendent compte. Et le rôle que nous avons à jouer, nous qui sommes éloignés de notre terre natale, le rôle que nous avons à jouer ici dans des circonstances pareilles, c'est d'imaginer tout type de stratégie qui peut permettre que ceux qui se battent à l'intérieur du territoire puissent se battre sereinement. C'est de leur apporter de l'aide logistique, c'est de saisir les juridictions étrangères qui sont un peu plus fiables sur le plan de la vérité et de la justice, c'est de saisir ces institutions-là pour demander que justice soit faite. Et le faire, bien évidemment, ça a tout son sens. Premièrement, la plupart de ces gens-là ont des attaches avec les pays dans lesquels la diaspora vit. Ils ont des attaches. Ça peut être des attaches par leurs enfants qui vivent ici à leurs frais, qui étudient ici à leurs frais. Ça peut être des attaches parce qu'ils ont acheté des maisons. Même s'ils ont acheté avec, en prenant des prêts de nom, on sait le démontrer, hein. On sait le démontrer, on sait le prouver. Donc, ça peut être ça. Ça peut être simplement par le simple fait que eux-mêmes, leurs femmes, leurs enfants, ils aiment prendre des congés pour venir ici. Eux-mêmes, quand ils sont malades, ils ont tellement détruit les conditions sanitaires au Cameroun que quand ils ont le moindre palu, ils courent se réfugier à l'extérieur pour se faire soigner. Donc, ça a tout son sens, vraiment, d'organiser cela. Et donc, avant qu'ils ne voyagent, ils vont réfléchir à deux fois. On va faire des plaintes, pas seulement en Occident ou en Amérique. On fera des plaintes même dans les pays africains. Même dans les pays africains où ils sont susceptibles d'aller se faire soigner. Ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être au Maroc ou en Tunisie. Nous devons tout imaginer. Nos avocats que nous allons prendre doivent être en mesure de tout imaginer. On doit maintenant mettre la pression. Il n'est pas question ici de chose de normal. C'est-à-dire que vous gagnez une élection, ou bien vous pensez avoir gagné l'élection. C'est votre droit de manifester, c'est votre droit de revendiquer. Vous ne pouvez pas être dans cette situation-là, on vous dit que vous ne pouvez pas revendiquer. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, moi, ce que je vous demande ici, vraiment humblement, c'est que si vous voulez contribuer de façon concrète à ce collectif, contactez-moi inbox, on verra comment est-ce qu'on peut faire, on verra quelle peut être votre implication, le degré de votre implication en fonction de ce que vous pouvez offrir, en fonction de que vous voulez être actif ou pas actif. Il y a toute une série de choses que nous allons faire, il y a toute une série d'actions que nous allons faire. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas que nous croisions les bras. Il ne faut pas que nous restions dans les réseaux sociaux uniquement. Je ne dénonce absolument pas le fait d'être dans les réseaux sociaux. C'est important d'être dans les réseaux sociaux, de parler, de sensibiliser les Camerounais, de maintenir la veille révolutionnaire. C'est très important parce que les réseaux sociaux sont suivis partout. Les réseaux sociaux
ce n'est pas une vie parallèle, c'est notre vie. C'est-à-dire que moi qui vous parle là, je ne suis pas un peintre, je ne suis pas un objet virtuel. Je suis bel et bien un Camerounais avec des émotions, l'intelligence qui vont avec. Donc, je vous exhorte donc à être présent, à être actif et à vulgariser ce message pour que ce message aille le plus loin possible, pour que nous puissions avoir l'aura nécessaire pour inquiéter sérieusement les personnes qui gouvernent le Cameroun. Nous devons dire stop à ce qui est en train de se passer. Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez, partagez. Nous avons encore quelques minutes devant nous, nous avons une trentaine de minutes devant nous. Il faudrait que nous profitions de ces minutes qui sont devant nous pour pouvoir communiquer, pour pouvoir dire, communiquer et apporter des stratégies sur ce qu'on veut faire. Je vous fais écouter pendant que quelques-uns parmi vous vont vont monter ici. Je pique. Binirois, Oliver, c'est si, c'est Ras, c'est Koutapa, c'est quoi là. Mets son photo ici. Je vais vous faire écouter une communication de Sandy de Boston que j'ai bien appréciée. Alors, je vous fais écouter le temps que les gens se connectent. Alors, écoutons ça. Il avait aussi le cancer, il avait la détresse respiratoire et son cœur était déjà affecté. Et jusque-là, de problème, il avait découvert, il avait aussi le cancer, il avait la détresse respiratoire et son cœur était déjà affecté. Et jusque-là, il le gardait emprisonné dans une salle sans rien faire. Ça fait déjà 3 pathologies. Donc, il est arrivé avec la pathologie respiratoire qui est grave. Eux-mêmes, ils découvrent une pathologie de cancer. Et ils développent entre leurs mains une pathologie cardiaque. Tous ces 3-là, cumulés, sont extrêmement graves et ils ne font rien. Il dit qu'ils lui ont fait les examens, qu'ils ont confirmé qu'il souffrait de systole et de tout ça. Et qu'ils lui ont donné une médication. Le médicament qu'on va donner pour contrôler le cœur d'Anissé Gane ne va pas le soigner. Pourquoi? Parce que le cœur répond à la défaillance pulmonaire. La défaillance pulmonaire qui elle-même s'aggrave parce qu'il n'a pas sa machine. Donc on ne peut pas soigner les effets et laisser les causes. Voilà comment ces gens dirigeaient le Cameroun. Ils créent une centrale électrique sans prévoir le transport de l'électricité. On vous dit que même venait à coûter des milliers de milliards. On a fini le construire, on a inauguré un tas de pommes. Mais l'électricité ne va pas vers les populations parce qu'en confusant le centre, ils n'avaient pas prévu le transport de l'électricité. C'est la même chose qu'ils ont fait sur Gane. Anissé souffre de maladies cardiaques qu'ils développent entre leurs mains. Au lieu de chercher à savoir pourquoi ils développent la maladie cardiaque, eux ils traitent la maladie cardiaque en laissant la cause de la maladie cardiaque. Comment on peut fermer une fenêtre, un trou et ouvrir la fenêtre? Comment on peut fermer un trou et laisser la fenêtre ouverte? Parce que la cause de la maladie cardiaque, c'est la défaillance pulmonaire, qui elle-même s'est aggravée parce qu'il n'avait pas sa machine. Et au lieu de. Parce qu'il suffisait qu'on lui remette sa machine, et même le cœur allait revenir à la fonction normale. Le cœur s'est affolé parce que les poumons ne marchaient plus. Il suffisait qu'on lui remette sa machine pour que son cœur revienne au rythme normal. Mais non, on a laissé sa machine, le cœur s'est emballé, on a dit qu'on lui a donné des médications pour soigner le cœur, alors que la cause de la maladie du cœur n'est pas soignée. C'est extrêmement grave ce que Paul Sarkozy nous révèle dans son poste. Je dis bien, j'aimerais que les organisations des droits de l'homme, les organisations médicales, se saisissent de ce poste. Parce qu'il est très incriminant tout le gouvernement du Cameroun. Monsieur Jean de Dieu-Momo vient d'exposer le crime qu'ils ont commis sur Anissé Gane dans son poste. Il nous confirme qu'Anissé Gane, ils ont découvert beaucoup de choses et ils n'ont rien fait. Il nous confirme qu'Anissé Gane, sa situation s'est aggravée entre leurs mains et ils n'ont rien fait. Voilà, nous avons écouté Sandy de Boston, la publicité est en train de passer, je laisse la publicité passer et on revient. En réalité, le ministre Momo s'est permis, je pense qu'il a supprimé le poste maintenant. Il s'est permis... Ils n'ont rien fait, c'est ce que ce poste nous confirme. Et pour couronner le tout, il vient exposer le passé médical de quelqu'un qui vient de mourir sans son consentement, ni le consentement de sa famille. Mais Dieu merci, il l'a fait, parce qu'il nous donne des éléments. Il nous donne des éléments. Il dit, son état, bien que préoccupant, au regard de ces pathologies chroniques, mais non, monsieur ces pathologies, de toutes ces pathologies, il n'y a que sa pathologie respiratoire qui était chronique. La pathologie cardiaque est aiguë parce qu'elle est créée par vous.
C'est une nouvelle pathologie qui développe entre vous-même. Ce n'est pas une pathologie chronique. C'est ce que j'ai dit hier. Vous avez créé une situation aiguë dans une maladie chronique. Le gars avec sa maladie, il vivait bien avec son appareil. Vous l'avez privé de son appareil, vous avez créé une maladie aiguë qui était la défaillance cardiaque. Merci de venir confirmer tout ce que j'ai dit dans ma vidéo hier. Une maladie que vous découvrez, tu dis bien que le 3 novembre, il a présenté des œdèmes. Donc il n'avait pas ses œdèmes avant, il a présenté ses œdèmes le 3 novembre, après une semaine de détention. Donc quelque chose qui est nouveau n'est pas chronique. Vous avez créé une nouvelle maladie en le privant de son oxygène. C'est ça qui est la vérité. Vous avez créé une maladie, une phase aiguë dans une maladie chronique. Merci de confirmer mon expertise d'hier. Il dit qu'il était stable avant son décès soudain. Mon ami, quelqu'un qui a tout ce que tu viens de nous citer là, et le cancer, et la défaillance respiratoire nécessitant un extracteur, et la défaillance cardiaque ne peut pas être stable. Je suis désolé. Personne au monde qui souffre de ces trois choses en même temps ne peut être stable. Il dit qu'il était stable avant son décès soudain. Donc il va confirmer la thèse de Simon qui nous a dit que non, Anicet allait bien, tout allait bien. Après un mois de détention sans un extracteur de gaz carbonique dont il dépendait, vous nous dites que le passé allait bien. Mais dans le même poste, tu nous dis que le 3 novembre, il a commencé à faire des défaillances cardiaques. Incroyable. Donc, en réalité, le gouvernement de Paul Biya a tué cet homme. Et M. Momo nous le confirme dans un poste qui est médicalement clair. Au-delà de l'aspect criminel volontaire, de l'homicide volontaire que nous avons vu, il y a maintenant un autre crime qui s'ajoute, qui est l'exposition du secret médical du patient, diagnostic, examen, médecin à l'appui d'actes. Il nous donne les dates, les lieux, les examens, les résultats. Entre-temps, je pense que le ministre Momo a supprimé ce poste parce que je suis allé le chercher et je ne l'ai pas trouvé. Donc, si quelqu'un trouve ce poste, s'il vous plaît, vous le copiez, vous faites la capture d'écran parce que ça va être des éléments. On ne laissera rien par rapport à ces gens-là. Ils pensent qu'ils ont le permis de tout faire, mais ils auront ce permis à l'intérieur du Cameroun. Nous devons nous battre pour que chaque fois que l'un d'eux quitte le Cameroun, qu'ils réfléchissent à deux fois. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle l'objet des lives que nous allons faire. J'ai commencé hier, aujourd'hui, demain, après-demain, dimanche et toute la semaine prochaine. Nous mettons en place un collectif qui a pour objet de mettre une poursuite à l'encontre du président de la République nommé par le Conseil constitutionnel Paul Biya, le MINAT, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Défense, le délégué général à la Sécurité nationale, le secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale. L'objectif ici, c'est de déposer une plainte contre ces personnes pour assassinat massif et crimes contre l'humanité. Ce que nous avons vu dans les rues de Douala, de Bafoussam, je crois de Tcham et de Maroua et de Garoua, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas simplement dénoncer dans les réseaux sociaux. Nous ne devons pas simplement aller crier devant les ambassades du Cameroun. Parce que même en criant devant l'ambassade du Cameroun, ça ne sert à rien. Parce que ce qu'ils vont faire, quand vous allez crier devant les ambassades, c'est qu'ils vont fermer les ambassades. Il n'y aura aucune prise de conscience, il n'y aura rien qui sera fait. Donc, aller manifester devant l'ambassade du Cameroun, c'est peut-être bien sur la forme, parce que ça montre qu'on n'est pas d'accord, mais en termes d'efficacité, cela n'apporte absolument rien. L'opinion publique camerounaise sait déjà ce qui se passe. Et donc, ce que nous devons poser comme action, c'est plutôt manifester devant certaines ambassades, notamment l'ambassade de Russie, l'ambassade de Chine, parce que les Chinois sont au Cameroun, ils font bien des affaires, ils s'en sortent très bien, mais ils s'en sortent avec la bénédiction du pouvoir de Yaoundé. Quand ils arrivent au Cameroun, c'est le pouvoir de Yaoundé qui les protège. Il les protège tellement bien qu'il les protège contre les Camerounais. Et les Chinois, on les laisse faire tout normalement. Il est important, ils sont au Cameroun pour gagner de l'argent, nous ne sommes pas contre cela. Mais il est important que le pouvoir chinois prenne conscience que les Camerounais, dans leur ensemble, ne sont pas contre des relations avec la Chine. Parce que la Chine, c'est notre allié depuis longtemps. Les Chinois ont soutenu
dans une certaine mesure, les nationalistes camerounais. Donc, nous ne sommes pas contre une relation avec la Chine. Mais la Chine doit savoir que ceux qui sont au pouvoir à Yaoundé torturent le peuple et n'apportent rien à leur peuple. Et par rapport à ça, la Chine doit prendre un certain nombre de mesures. J'ai appris, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais ça c'est encore à vérifier, j'ai appris que les salaires des fonctionnaires, le mois dernier, ce mois et jusqu'au mois de janvier, sera payé en partie par la Chine, par la Chine et la France. Il est important que nous manifestions contre cette attitude-là. Parce que aider le gouvernement camerounais à payer les fonctionnaires et les militaires, c'est soutenir en quelque sorte ces dictatures qui brillent et qui bâillonnent les Camerounais. Nous n'avons absolument rien contre le gouvernement de la France en tant que tel, contre le peuple français en tant que tel. Nous n'avons absolument rien contre le gouvernement chinois ou le peuple chinois. C'est un peuple frère. Nous n'avons absolument rien contre la Russie. Ce sont des peuples frères. Mais s'ils sont dans l'optique de financer ce gouvernement qui tue les Camerounais, qui rafle les Camerounais, qui séquestre les Camerounais et qui les assassine, nous allons dire et nous devons dire à ces puissances que le faire, c'est d'abord s'ingérer dans les affaires du Cameroun. Et nous attendions que s'ils doivent s'ingérer dans les affaires du Cameroun, c'est pour sauver le peuple camerounais, non pas pour donner des instruments à ces gens-là pour continuer à massacrer le peuple camerounais. Donc, le collectif, il est lancé. Si vous voulez participer, vous m'écrivez inbox. Il y a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une seule, et qu'on met les actions en place de façon collective. Je vous fais écouter la suite de la vidéo. Putain, ça c'est ce qu'on appelle violer le secret médical. Il a violé le secret médical de quelqu'un qui est mort moins de 24 heures. Tapotez s'il vous plaît, tapotez le live et partagez. Donc, qu'il sache que cet acte, même comme il est ministre de la Justice, ne restera pas impuni. Et nous voulons les noms de tous ces médecins. Le médecin qu'il a reçu au CEP, son médecin traitant à la Kentini, son neurologue et tous ceux qui ont fait ses examens. Nous voulons tous ces noms. Nous allons leur montrer que tous les Camerounais ne sont pas bêtes. Nous allons leur montrer que tous les Camerounais ne sont pas bêtes. S'ils sont médecins au Cameroun, nous sommes infirmiers et médecins en Europe. Et ça va se jouer au sol. J'invite tous les Camerounais qui font dans la médecine d'aller lire ce dossier et de revenir. Nous allons constituer un dossier solide. Nous voulons tous ces éléments. Et on va les traiter un à un. Et que ce document de Jean de Dieu Momo soit pris en compte dans toutes les procédures d'analyse de ce qui est arrivé à Anissé Gane. Parce qu'il donne la chronologie, le degré de responsabilité, les responsables. C'est très important. Il nous donne la chronologie, donc il donne les dates. Il dit ce que tout le monde savait quand ils ont reçu Anissé Gane, ce qu'ils ont découvert, les noms des personnes, les lieux où il a été traité. C'est très très important. C'est des éléments d'accusation graves. C'est des éléments d'incrimination graves. Et nous allons les utiliser à bon escient. J'appelle tous les avocats volontaires. Que vous soyez en Europe ou au Cameroun, tout avocat qui est intéressé par cette affaire à nous contacter. Nous allons nous asseoir sur ce dossier. On va faire un exemple à l'international. On va faire un exemple à l'international. Donc c'était ça que je voulais dire. Et j'allais dire à M. Jean de Dieu Momo que, au lieu de fouiller dans le dossier médical d'Anissé Gane, il ferait mieux de venir. Il y a les nouveaux traitements contre l'impuissance sexuelle en Europe. Il ferait mieux de venir, je vais l'amener, on traite son impuissance sexuelle pour que sa femme arrête de se plaindre partout. Qui ne fonctionne plus. Cette partie-ci, ne nous intéresse plus. Là, il s'agit de la vie privée du ministre Momo. Ça ne nous intéresse plus. Alors, ce qui nous intéresse, pourquoi est-ce que je vous ai fait écouter ce message? Je vous ai fait écouter ce message pour plusieurs raisons. Premièrement, que vous preniez conscience à quel point ces gens nous méprisent. Le président Anissé Gane est malade. Il était très malade et on le savait et il vivait avec sa maladie. Non seulement ils l'ont tué, mais ils pensent qu'ils vont nous tromper en prenant sa vie médicale et en la mettant dans les réseaux sociaux.
Vous prenez la vie médicale des cananicères, vous mettez dans les réseaux sociaux, sans que sa famille nucléaire ne vous donne l'autorisation. On voit un ministre de la Justice qui fait une telle communication. Il l'a fait à quel titre? On ne peut même pas savoir à quel titre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est même pas protégé. Le respect du secret médical n'est pas respecté. Donc on peut faire tout. On se fout de la famille. J'ai vu une vidéo de la jeune sœur, la dernière née du président Haïkane, qui dit que c'est dimanche à 18h qu'on leur envoie l'information selon laquelle lundi, on va faire une autopsie. La famille des cananicères est à Douala. L'autopsie se fait à Yaoundé. Même s'ils ne sont pas d'accord avec le médecin qui va faire l'autopsie, en estimant que ce médecin-là n'est pas neutre, n'est pas sincère, comment ils font pour trouver un médecin entre 18h et 6h du matin? Et même s'ils trouvent ce médecin, comment ils font pour que le médecin soit à Yaoundé? Maintenant, par rapport à la famille elle-même, qui devrait assister à cette autopsie, on lui donne l'information à 18h à Douala. Avec l'état de nos routes, comment cette famille s'organise pour se retrouver à Yaoundé le matin pour rencontrer le médecin légiste par rapport à l'autopsie? Vous comprenez, c'est-à-dire le mépris total, le mépris énorme. Lorsque j'alertais ici que ce que notre frère Yebka avait fait au Conseil constitutionnel était complètement surréaliste, c'était invraisemblable. Même si ce pouvoir voulait faire quelque chose, même si ce pouvoir en voulait à Ikanisset, il fallait les laisser faire ce qu'ils ont à faire. L'argent ne résout pas tout. Mais nos gens, certains de nos aînés, veulent l'argent à tout prix. Vous avez déjà fait votre vie. Si vous n'avez pas eu de l'argent hier, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez en avoir. À 60 ans, on doit tourner la page à la boulimie de l'argent. On doit regarder la vie dans une autre direction. Qu'est-ce que vous pensez que ces gens peuvent vous donner à 60 ans? Encore moins à 70 ans. Ils ne vont absolument rien vous apporter. Donc, moi, je dis ici, de toute façon, ce qui est fait dans le passé, la trahison, les trahisons, l'injustice via ELECAM, l'injustice via le Conseil constitutionnel, nous savons. Le fait qu'il n'y ait pas de route, le fait qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, tout ça, nous savons. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le combat. Et si un Camerounais aujourd'hui réfléchit par rapport au combat, ça veut dire que lui-même n'est pas abouti en termes de conscience. Et les personnes qui ne sont pas abouties en termes de conscience, malheureusement, on ne peut rien faire. On ne peut que sensibiliser comme nous sensibilisons. Mais ce n'est pas nécessaire de mettre autant d'efforts pour les ramener au combat. Parce que si on fait trop d'efforts pour les ramener au combat, ils vont devenir des traîtres. Ils vont devenir des traîtres. Donc au combat, que ceux qui sont convaincus du combat. Et on n'a pas besoin d'être 1 million pour changer les choses. On n'a pas besoin d'être 2, 3, 4, 5 millions pour changer les choses. Quelques personnes peuvent changer les choses. Généralement, dans des pays où il y a eu des coups de force, des coups d'État, ces coups d'État n'étaient pas faits par l'armée tout entière. Ces coups d'État étaient faits parfois par un peloton, parfois par un groupe d'amis militaires qui décident de tenir en respect la garde présidentielle, c'est-à-dire que les têtes de la garde présidentielle, et c'est là la stratégie, et le président de la République en place, et mettre en place de nouvelles institutions, et prendre le contrôle de tout le pays. Et ça, pour le faire, il faut avoir du cran, il faut avoir du courage, il faut croire en ce qu'on fait. Parce que si vous avancez en vous disant que ça ne marchera pas, vous n'allez véritablement jamais avancer. Si vous avancez en réfléchissant énormément, en vous posant trop de questions, au lieu de poser le premier pas, vous n'allez évidemment rien faire. C'est pas après pas qu'on avance. Et si nous pensons que nous allons tout régler au millimètre près avant d'avancer, nous n'allons jamais régler et nous n'avancerons pas. Et méfions-nous des tribalistes.
Les têtes de file des tribalistes sont payés. Ils sont payés pour semer la haine. Ils sont payés pour discréditer ceux qui se battent. Voyez-vous, le président Georges Ekana Nissé, lorsqu'on les a arrêtés, on a dit qu'il avait des armes. On a raconté toute une série de choses. Et les journalistes, et regardez très bien, les personnes qui s'excitent trop, regardez bien ce que je vous dis, les personnes qui s'excitent trop, qui veulent absolument dire que non, ce régime a raison, ces personnes ne sont pas abouties. Ces personnes, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan professionnel, ni même sur le plan familial, ces personnes ne sont nullement abouties. Elles nous servent leur frustration. Et elles sont des proies faciles. Je suis resté assis au travail pendant toute la journée. Elles sont des proies faciles à la manipulation. Parce qu'elles-mêmes sont d'abord instrumentalisées et manipulées. Parce que pour jeter de la haine, comme je vois dans les réseaux sociaux là, c'est-à-dire quand vous prenez un gars comme Bruno Bidjan, prenons-les un à un. Vous prenez Bruno Bidjan, vous prenez Ernest Obama, vous prenez Raoul Piston-Bia. Commençons par Bruno Bidjan. Sur le plan intellectuel, il n'est pas abouti. Voilà un monsieur qui a voulu faire des études de journalisme. Il est allé à l'école de journalisme, il n'a pas pu obtenir son diplôme. Ça doit vous dire tout. Malgré tous les moyens qu'on mettait, il n'a pas pu avoir son diplôme. Des gens comme ça, dans la profession, ils ne peuvent agir, ils ne peuvent se sentir crédibles que s'ils sont dans la délation, dans le mensonge, dans l'instrumentalisation et dans la haine. Voilà ce qu'ils savent faire. Ils ne savent pas faire autre chose. Comment vous pouvez penser que quelqu'un qui est jeune, qui dit qu'il veut être journaliste, il se met dans la profession? Son patron a même une école de journalisme. Il y a l'ESTI qui est là. On l'accepte par des voies tortueuses à l'ESTI. Il n'arrive pas à avoir le diplôme. Il trouve un échappatoire. Il va dans l'école de son patron. Même dans l'école de son patron, il n'arrive pas à avoir le diplôme. Après, vous entendez qu'il est nommé directeur général de la société de son patron. Un tel directeur général, comment vous pensez que les autres d'abord vont le regarder? Comment? Les autres vont le regarder comment? C'est un incompétent qui a été mis à la tête d'une structure. Et je ne m'intéresse même pas à la structure, mais je sais qu'il a été mis à la tête d'une structure et lui-même n'a pas de niveau. Comment est-ce qu'il va faire pour se maintenir dans cette structure? Par la délation, par des pratiques mafieuses, par des pratiques peu orthodoxes, par la haine, par le tribalisme, et il va être le véhicule de ce que ceux qui l'ont mis là veulent qu'il soit. Et lorsqu'on voudra calomnier des gens, mentir aux populations, on va l'utiliser, et lui va le faire parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Des gens comme ça, en dehors de ces structures-là, où il vit que par la corruption et autres, en dehors de ces structures, où est-ce qu'il peut travailler pour avoir le train de vie qu'il a? Voilà pourquoi, quand on lui a dit vous allez prendre des anciennes images, vous dites que le président Ekana Nissé, face à la police, il a pissé sur lui. Et on montre ça pour saluer l'image du combattant, mais mal lui en a pris, parce qu'il y a des personnes qui fuient dans les réseaux sociaux et qui sont allées rechercher la vraie image pour dire voilà l'image, c'était une photomontage. Vous voyez? Donc, et donc, voilà ce qu'est Bruno Bidjan, qui parle à longueur de journée, il parle, il raconte. Tout ça dans la tête là, rien du tout. Intellectuellement pauvre, professionnellement, rien du tout. Vous passez de l'autre côté, vous prenez Raoul Piston-Bia. Raoul Piston-Bia, il a quel niveau? Même le journaliste qu'il fait, c'est un journalisme approximatif. Très approximatif. Il est dans ce qu'on appelle le Congossa. Il est dans le Congossa, il raconte n'importe quoi. Il est dans des menaces. Il menace les autres influenceurs qui sont au Cameroun. Il dit tout ça. Et puis évidemment, compte tenu de la situation dans le pays, les gens ont peur. Les influenceurs qui sont là, ils ont peur. Certains réagissent, d'autres ont peur de réagir, ainsi de suite. Mais en réalité, quand vous regardez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en dehors de faire cela? Qu'est-ce qui peut leur donner un train de vie décent? Est-ce qu'ils peuvent être des journalistes?
sur qui on peut compter pour donner de l'information, pour traiter de l'information, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas ce niveau. Vous prenez Ernest Obama. Prenez Ernest Obama. Voilà quelqu'un qui respire la trahison partout où il passe. Il était à Ariane, je crois, c'est Ariane 5. C'est une vieille chaîne de télévision. Et il y a un monsieur qui dit qu'il est le fils du président, Barola. Barola avait dit qu'on l'avait chassé de Ariane 5 parce qu'il avait volé les micros. Il avait volé quelques éléments de la logistique. C'est ce que Barola avait dit. Toujours est-il qu'il est parti là, il est venu retrouver son patron, qui est aujourd'hui à Kodengui. Laissons même les jugements sur son patron, parce que ce personnage ne m'intéresse pas, je ne veux pas rentrer dans sa vie. Laissons même les jugements. Même pour son propre patron qu'il a pris, il a trahi. Il a trahi son propre patron. Il quitte ce patron-là. Il va sur une chaîne qu'on appelle B-News. Même dans B-News, il est chassé comme un rat. Il quitte, il va rejoindre Samuel Eto'o. Avec la FECAFOOT, apparemment il avait un bon salaire, on voyait comment est-ce qu'il parlait, il encensait. C'est lui qui a sorti le slogan, celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Il a sorti ce slogan-là, celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Et il a fini par trahir le même Eto'o. Il a fini par trahir le même Eto'o. Et donc, quand vous êtes ce genre d'individu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Quand vous n'avez pas confiance en vous, vous vivez de la délation. Vous vivez de trahison. Vous vivez de mensonges. Vous devenez le véhicule de ceux qui torturent, de ceux qui bâillonnent, de ceux qui massacrent leur propre peuple. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Donc, lui, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Et lorsque vous regardez ce genre de personnes sans conviction, vous allez fouiner dans leur cursus. C'est vrai, il a été à l'ESTIC, il a eu un diplôme là-bas. Mais si vous regardez, si vous voyez ses camarades de classe, ils vont vous dire que c'est une ordure. Comme dit souvent le professeur Bailey, c'est une ordure. C'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Et donc, quand quelqu'un ne vaut pas la peine et qu'il est vomi et qu'il est connu comme étant un agent de délation, comme étant un traître notoire, c'est-à-dire que le genre d'individu capable de trahir sa propre mère, juste pour avoir un strapontin. Quand vous êtes ce genre d'individu-là, personne ne veut plus travailler avec vous. Et au moment où on vient vous chercher pour un job, on vient vous chercher pour un sale job. Voilà pourquoi ils ont été, et on est allé chercher ces trois mousquetaires pour qu'ils viennent faire le sale boulot. Mais je peux vous rassurer que même ceux qui les ont utilisés ne vont pas les laisser près d'eux parce qu'ils savent très bien que ces gens-là, c'est des traîtres notoires, c'est des gens qui ne vivent que par ce genre de méthode. Donc, voilà ce genre d'individus. Regardez très bien ceux qui sont sur la toile, qui parlent, qui racontent. Il y a un autre individu là qui a pris ma photo ici une fois, il est allé mettre dans son faux panel en m'appelant gros porc, en me traitant de bamléké, parce que j'ai des idées contraires, le mot du United. Voilà quelqu'un du 1er au 31. Du 1er au 31. Il ouvre des panels de 5 heures. Il parle, les bamlékés ont fait ceci, les bamlékés, le Koumzé, Djomessi Mathias, blablabla, Lando Colombe, c'est le bamléké. Il fait tout ça. Et il encense Paul Biya. Il dit que, je le voyais l'autre jour, il pleurait en disant, Paul Biya, j'ai vu une vidéo, il disait, papa, aide-nous, c'est ton dernier mandat, mais vous demandez, quand vous voyez l'individu, quand il faut, quelqu'un qui dit, je lui ai vu, je lui ai dit qu'il mélange tout, les lui à la place de les lui à la place de l'accord de participe passé, rien du tout. Et ce qui est terrible dans notre pays, et c'est là où vous vous rendez compte à quel niveau se situe la haine. C'est pour ça que, mes frères, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour éviter un autre Rwanda.
au Cameroun. Quand vous voyez ces individus-là, et le monsieur en question, quand vous entendez comment il parle, vous savez qu'intellectuellement, il est pauvre. Il est tellement pauvre intellectuellement. Et les gens qui ont la haine, vous voyez des intellectuels assis, en train de l'écouter et prendre les notes. Vous voyez des intellectuels, je peux les appeler les diplômés, parce que dire même que c'est des intellectuels, c'est exagéré. Vous voyez des diplômés qui sont assis, en train de les écouter et prendre les notes. C'est grave. C'est grave. Un intellectuel, s'il veut être comme ça, c'est lui qui met la théorie de ça. Un intellectuel, s'il veut être au service du mal, il est le théoricien du mal. Vous ne pouvez pas être intellectuel et vous asseoir face à quelqu'un qui a eu difficile à aboutir ses études, il ne les a pas abouties, qui est difficile même à parler, qui est difficile à lire un texte. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant ce monsieur et prendre les notes et dire que lui, il est en train de vous éduquer. Si vous faites ça, quand vous êtes dans un pays et que vous voyez ça, sachez qu'on a touché le fond. Et notre devoir à nous tous, c'est de nous lever et de travailler, de conscientiser le peuple, de nous battre pour que les gens qui sont au pouvoir à étudier quittent par tous les moyens. Parce que ce sont ces gens-là qui les payent. Ce sont ces gens-là qui les payent pour aller mettre notre logiciel dans le cerveau des Camerounais. Et si nous, on ne fait rien, ce pays sera invivable pour nous. Ce pays sera un pays où les plus médiocres dirigent. Et quand les plus médiocres dirigent, ils veulent montrer que les autres ne sont rien. Vous avez déjà vu un parvenu qui arrive au pouvoir? Vous avez déjà vu un parvenu qui a les moyens? Il méprise tout le monde, il piétine tout le monde. Et on ne peut pas vivre dans ces conditions. On ne peut pas vivre. Quand vous voyez le passé d'Atangadi, et vous voyez que c'est lui le ministre de l'administration territoriale, vous pouvez comprendre le degré de sa cruauté. Parce que lui estime que pour se faire respecter, il doit utiliser de la violence. Il ne peut pas se lever. On méprise tous ces gens. Mais on a eu des ministres de l'administration territoriale qui n'ont pas atteint ce niveau de cruauté. Mais quand vous regardez dans son passé, quand vous fouillez dans son passé, moi j'aimerais bien qu'on sorte sa biographie. C'est-à-dire quand vous prenez un monsieur comme René Sadi, on vous dit oui, il a eu le bar à tel moment, il a été à l'INAM, il a fait ceci. On ne peut pas être d'accord. Vous prenez Laurent Esso, on va vous dire oui, il a fait ceci. Même Paul Biya qu'on critique. Quel est le passé de Paul Biya? Si vous prenez le passé intellectuel, oui, il a eu le bar ici, il est parti à l'étranger, il a fait ça, il est revenu au Cameroun, il a occupé haute fonction. Mais quand vous prenez des gens qui ont un passé flou sur le plan intellectuel, sur le plan de la compétence, sur le plan de la vie personnelle, qui ont un passé flou, si vous les prenez et vous les mettez dans un gouvernement et vous leur donnez un ministère régalien comme celui-là, ça veut dire que vous avez décidé que le peuple camerounais doit se taire à jamais, ou bien celui qui parle doit mourir. Et on l'a vu avec Ekananissé. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous taire. C'est la raison pour laquelle nous devons rester en éveil. Ceux qui sont capables de faire des panels pour expliquer, pour sensibiliser, il ne faut pas hésiter. Si vous n'êtes pas capable d'ouvrir des panels et que vous pouvez aller dans des panels, parler, sensibiliser, expliquer aux gens que la haine ne nous amène nulle part. La haine ne nous amène nulle part. Les personnages comme les Elie Bilobé, c'est des personnages à jeter dans la poubelle. Il n'est pas du tout, on n'a pas besoin de cela. Les Bamlékés ne nous ont rien fait. Ils ont aussi le tard, comme les Bassa ont le tard, comme les Bétis ont le tard, comme les Sawa ont le tard. Chacun d'entre nous a son côté obscur, mais on est obligé de vivre ensemble. Ça veut dire que on ne doit pas se focaliser sur le côté obscur. On doit regarder le dénominateur commun et avancer avec ce dénominateur commun. C'est tout. Lorsque les étrangers là au Cameroun aujourd'hui, les Libanais, les Chinois,
tout ce monde-là, ils ont mis la main sur l'économie, la microéconomie du Cameroun. À quel moment nous, on va se réveiller pour pouvoir prendre? Et lorsqu'on donne comme ça, moi, je n'ai pas de problème avec les Chinois ni les Libanais. Mais lorsque vous voyez comment est-ce qu'ils sont devenus diffus dans l'économie camerounaise, il y a de quoi avoir peur. Il y a franchement de quoi avoir peur. Et ceux qui font ça, c'est le gouvernement de notre République. C'est eux qui font ça. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont un autre agenda. Leur agenda, ce n'est pas le Cameroun. Leur agenda, c'est autre chose. Le Cameroun ne fait pas partie de leur agenda. Merci Pissoff pour ce commentaire. Donc, le Cameroun, ces gens-là ne sont pas au service du Cameroun. Ils sont au service de leur propre intérêt et d'un troisième larron que nous ne connaissons pas. Ce troisième larron n'a pas de visage. C'est le plus dangereux. Il s'agit de l'impérialisme. Parce que ce qui dirige l'impérialisme, c'est les intérêts. L'impérialiste est gourmand. Quand il met la main sur ta richesse, il veut tout prendre. Et eux sont d'accord avec ça. Eux sont d'accord avec ça. Quitte à ce qu'on prenne tout et qu'on le laisse des restes, ils prennent des restes. Et en fin de compte, quand on a pris tous les restes, eux-mêmes, ils n'ont rien. C'est-à-dire, eux, non, eux, ils prennent les restes et nous, le peuple, on n'a rien. Et dans ce mode de gouvernance, soyez sûrs d'une chose, ceux qu'on mettra devant, ceux qu'on poussera devant, ce sera les médiocres, les plus médiocres. Parce qu'on les tient. Quand vous êtes libre, quand vous êtes intellectuellement libre, vous n'avez aucun problème, mais sachez qu'on ne vous appellera pas, parce que vous n'êtes pas aussi manipulable. Vous voyez ce que le Cameroun est devenu? C'est l'alcool, c'est les femmes, c'est ce que les Camerounais appellent le yorcement, tout ça. C'est devenu tellement banal. Et c'est dans ça qu'on veut mettre les Camerounais. Comment un peuple peut se développer en buvant de l'alcool, en yorçant les femmes? Un peuple ne se développe pas avec ça. Je ne dis pas qu'avoir une femme, c'est une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose. Mais ça ne peut pas être un projet. Ça ne peut pas être un projet de société. Je le dis ici, et je le dis encore, et je le dirai toujours. Le fédéralisme communautaire, c'est un projet de balkanisation du Cameroun. Le fédéralisme est un projet de gouvernance. Mais le fédéralisme, où on ajoute le mot communautaire, est un projet de balkanisation du Cameroun. Et nous devons barrer la voie à cela. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. On vous parle de fédéralisme, on ajoute un suffixe communautaire, ça c'est dangereux. Le fédéralisme communautaire ne va jamais protéger une communauté contre une autre. Elle va au contraire exacerber les tensions. Et lorsque les tensions sont exacerbées, les communautés se bagarrent entre elles parce que personne ne comprend plus rien. Il suffit qu'un fou arrive au pouvoir. Et ce genre de projet-là n'est pas nécessaire. On n'en veut pas. Sachez qu'il y avait un pays qu'on appelle la Yougoslavie qui a disparu. Parce que les communautés ont bagarré entre elles au point où la Yougoslavie n'existe plus. Nos enfants, quand on parle de Yougoslavie, pour eux c'est l'histoire. Dans 10 ans, personne ne s'en souviendra. Nous autres, nous en parlons parce qu'on a connu la Yougoslavie. On a connu une équipe qu'on appelait l'équipe de Yougoslavie, une équipe nationale. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, nous devons être le rempart contre ça. Et c'est la raison pour laquelle nous devons bagarrer. C'est la raison pour laquelle nous devons lutter pour que les choses changent au Cameroun. Ce à quoi nous sommes exposés, et ça, toute personne de bonne foi peut bien le voir. Ce à quoi nous sommes exposés, c'est ce qu'on appelle les ingérences extérieures.
C'est ce qu'on appelle la pénétration extérieure. C'est ça qu'on doit, on doit avoir peur de ça. C'est ça qui doit nous faire peur. C'est ça qui doit nous effrayer. L'effort que nous devons faire, effort stratégique, doit être dirigé vers la protection du Cameroun contre l'envahissement extérieur. Et cet envahissement est aujourd'hui multiforme. On doit se protéger contre ça. Parce que ce n'est pas les Camerounais qui vont déstabiliser le Cameroun. Quand vous entendez qu'il y a une guerre civile pendant 10-15 ans dans un pays, parce que les gens vous disent, on sait comment on entre, mais on ne sait pas comment on en sort. Oui, parce qu'une guerre civile fait du mal à tout le monde. Elle fait du mal aux enfants du terroir, elle fait du mal à ceux qui pensaient qu'ils pouvaient bâillonner le peuple, et elle fait du mal à ceux qui combattent. Il faut savoir qu'elle dure aussi longtemps parce qu'il y a des ingérences extérieures. On vous vend les armes à vous et on vend les armes à votre concurrent. Et la boucle est bouclée. Vous vous battez, on équilibre les forces. Et pendant que vous battez, on vous pompe, on vous pille. C'est ce à quoi nous devons faire face. Mais on ne peut pas être là et on combat les Bameke, on combat les Bétis, on combat les Bassa, on combat ceci. Ça ne nous aide pas. C'est la destruction programmée. Si on se fait la guerre entre nous, ce qui va se passer, c'est que l'extérieur va venir nous armer et piller. On doit faire la guerre au système qui est là. Nous tous là, on doit se mettre ensemble. Bassa, Bameke, Béti et autres là, Aoussa, Peul et tout ça. Nous devons nous mettre ensemble pour combattre ce système. Parce que c'est ce que ce système veut. Sachez que si on a une guerre civile entre nous, eux vont continuer à piller. Parce que c'est eux qui accepteront l'ingérence extérieure pour continuer à piller. C'est pour ça, moi je suis désolé pour mes... alors, Tim Paka là, c'est toi qui vas peut-être la fermer. Hein? C'est toi qui vas la fermer. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous, notre combat, quand vous êtes Ekam, quand vous êtes Bassa, quand vous êtes Sawa, votre combat, ce n'est pas contre des Bameke. Votre combat, ce n'est pas contre des Bameke. Et quand vous êtes Bameke, même si vous pensez, même si vous ressentez que vous êtes attaqué par des gens, je dis des 2S, des gens d'une certaine communauté, votre combat, ce n'est pas contre ces gens-là. Contre la communauté de ces gens, je voudrais dire. Votre combat, ce n'est pas contre la communauté. Votre combat, c'est le rassemblement de tous les Camerounais pour lutter contre ceux qui sont la source de tous ces problèmes, c'est-à-dire le pouvoir qui est à Yaoundé, l'ordre de 1982. C'est là notre combat. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Les personnes qui ouvrent des panels à longueur de journée pour verser la haine, pour diviser les Camerounais, pour dire que si on n'est pas bien, c'est à cause de telle autre communauté, ces gens-là, il faut les isoler. Eux seuls-là, ils ne valent rien. Vous voyez un mot du peut valoir quelque chose, il ne vaut rien, lui. Lui, il n'est rien. Donc, ces gens, ce n'est pas la peine de les écouter, ils ne valent rien. On les isole, on les ignore même. Mais ceux qui sont les ordonnateurs de ces gens-là, c'est eux notre problème. C'est eux notre problème et c'est eux que nous devons combattre. Et c'est la raison pour laquelle on doit pouvoir dire stop à tous ces massacres, à tous ces rafles, à toutes ces exécutions sommaires, à toutes ces tortures qui existent au Cameroun actuellement. Et la seule façon, une façon de résister à cela, de dénoncer cela, c'est de saisir la justice. C'est de saisir la justice internationale. On
on ne doit pas seulement le dire. On ne doit pas attendre que Issa Chiroma saisisse la justice. Non. Il ne s'agit pas de sa vie à lui, il s'agit de la nôtre. Nous devons saisir la justice internationale. Et pour saisir cette justice internationale, nous devons prendre conscience que nous, individuellement et collectivement, nous sommes forts. Nous sommes plus forts. Parce que nous sommes du côté du droit. Nul n'a le droit de perdre sa vie parce qu'il a une opinion politique contraire à l'ordre gouvernant. Dans aucun pays au monde, c'est toléré. Ces jeunes qui ont perdu leur vie au lendemain du 12 octobre méritent d'être restaurés dans leur dignité, méritent que la justice regarde leur cas. Parce qu'en leur faisant justice, on prévoit les prochaines morts inutiles. Personne n'a le droit d'être privé de santé parce qu'il est arrêté. Que ce soit pour des questions de droit commun, que ce soit pour la criminalité, que ce soit pour la politique, encore plus pour la politique, nul n'a le droit de se trouver embastillé, privé de soins. Nul n'a le droit de faire ça à l'autre. Quand vous êtes gouvernant, votre rôle, votre mission, votre devoir, c'est de servir les Camerounais, c'est de protéger les Camerounais, qu'ils soient en liberté, qu'ils soient en prison. C'est votre rôle. Et quand on dit que c'est votre rôle, c'est une obligation. C'est pas une. Ça dit que le ministre attendant qu'il fasse son travail, c'est une obligation. C'est une obligation. Il est payé par l'argent des Camerounais. Il est blanchi par l'argent des Camerounais. Il a toute une série d'avantages par l'argent des Camerounais. C'est une obligation. Et quand il ne le fait pas, nous devons prendre nos responsabilités. Et si le pays est matraqué, si le pays est quadrillé, est encadré militairement, nous devons prendre nos responsabilités vers d'autres pays. Et prendre ces responsabilités, c'est être droit par rapport à nous-mêmes et par rapport à l'histoire. Parce que lorsque vous êtes sous occupation, c'est ça là, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand vous êtes sous occupation, que l'occupant soit interne, endogène ou exogène, cet occupant doit être combattu. Être esclave de son frère et être esclave d'un étranger, je ne vois pas ce qui est meilleur. Parfois, quand tu es esclave de ton frère, il ne te laisse aucun espace de respiration. Aucun. Il est donc important que nous prenions conscience que le travail que nous avons à faire est un travail divin, c'est notre mission de vie. Écoutez, mes chers amis, il y a les karmas collectifs. Quand vous êtes issus d'un même territoire, vous savez ce qu'on appelle le karma collectif. Que le Cameroun se retrouve dans la situation dans laquelle il se trouve, ce karma-là, nous l'assumons tous. Et quand vous avez un karma, votre devoir, c'est d'améliorer vos conditions de vie. C'est d'améliorer vos conditions de vie pour sortir du karma. Et donc, nous sommes dans une situation où nous devons comprendre que notre mission de vie, c'est de nous battre pour la libération du Cameroun. Si on ne le comprend pas, si on pense que c'est une affaire des autres, nous ne sortirons pas de ce karma. Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, mes chers frères et sœurs, si vous voulez faire partie du collectif, ce que je souhaite de vive voix, vous m'écrivez inbox. Chaque jour, jusqu'à la semaine prochaine, on parlera exclusivement de ce collectif qui est en train d'être mis en place pour que, d'ici peu, que la justice internationale soit saisie et
Et elle ne sera pas saisie dans un seul pays. Elle sera saisie dans plusieurs pays. Nous devons, nous, à notre niveau, trouver par tous les moyens possibles des actions qui doivent mettre un terme à la tuerie de nos frères et sœurs. Nous devons mettre un terme à cela. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ceux qui disent « Je ne fais pas la politique, ça ne me concerne pas », sachez que vous êtes dans l'erreur. Si la politique ne vous concerne pas, elle vous concernera un jour. Et peut-être la manière la plus brutale. Lorsqu'il y a eu des émeutes à Douala, tout récemment, lors de la crise post-électorale, il y a au moins 2 jeunes qui sont décédés alors qu'ils n'étaient pas dans le mouvement. Et ça, la responsabilité, c'est la politique. Nous devons nous tous être conscients que ce n'est pas la politique que les choses changent. Ceux qui viennent vous dire « Je suis d'accord, nous tous nous voulons le changement, mais c'est le mais là qu'on ajoute quand on dit nous tous voulons le changement, mais c'est ce mais là qui n'est pas normal. » Donc mes chers frères et sœurs, je pense que nous sommes arrivés au terme de ce live. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Demain, je prendrai encore 1 heure ou 1h30 pour la communication. Là, j'avais prévu faire 1 heure, j'ai fait 1h40. Je vous rappelle le plus important, c'est que nous mettons en place une commission qui va être chargée de saisir la justice internationale, pas pour dénoncer, parce que lorsqu'on dénonce, on dénonce seulement. On va saisir la justice internationale pour que justice soit faite aux Camerounais. Tous ceux qui ont été exécutés, après le 12 octobre, et tous ceux qui croupissent en prison, nous devons être à leur côté. Et la seule façon d'être à leur côté, c'est d'être efficace dans ce que nous faisons. Nous devons envoyer un signal clair et un signal concret. Nous devons saisir la justice internationale. L'objectif ici, c'est de saisir la justice dans plusieurs pays, parce que ces gens voyagent un peu partout. Nous allons trouver des avocats dans ces différents pays et nous allons nous organiser avec eux, avec leur cabinet, pour que la justice soit saisie au même moment. Et quand cette justice sera saisie, je peux vous assurer que le comportement de ces gens qui nous dirigent va changer. Chaque acte qu'ils poseront sera documenté. On ne peut plus regarder nos frères tomber et pleurer. Les Camerounais ont le droit de manifester. Congé quand même a dit qu'il faut laisser les enfants. Ce sont ces boutiques qu'on a cassées. Et les gens ont cassé les boutiques de Congé quand pour faire quoi? Ils prenaient du poisson, ils prenaient des trucs. Vous voyez des gens qui ont faim. Des gens qui ont des problèmes alimentaires. Et vous pensez que ces gens-là doivent se taire? Des gens sont à bout. Donc, je suis en train de clôturer le live. Je te laisse que tu déroules quelques instants et après, je vais clôturer. Bon. Bonjour, oui, bonsoir. Je ne voulais même pas... Oui, bonsoir, RPC. Je vous suis depuis un bon bout de temps et sincèrement parlant, moi je voudrais un peu poser une question. Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux, sincèrement parlant, mais en réalité j'ai un souci qui me préoccupe vraiment. Là maintenant, nous avons le cas de M. Nessé Kane, qui est décédé en prison, en détention. Qui est décédé en détention. Nous savons tous qu'il était déjà malade lors de son arrestation. Mais il est déjà décédé. Là, ça passe. Moi, j'ai donc un souci vraiment. Tout le monde pointe maintenant le gouvernement camerounais maintenant du doigt qu'il est le principal assassin de M. Anissé Ekane.
Oui. Je concède un peu à cela le texte, le texte, ou bien la thèse. Je les concède cela. Mais j'ai un souci. Les nombreuses casses, ou alors les multiples casses qui se sont déroulées dans le pays lors de la période post-électorale. Par exemple, vous avez dit que Congel Kama dit qu'on laisse. Vous avez dit que Congel Kama dit qu'on laisse les enfants. Ça, je comprends. Maintenant, les stations qui ont été incendiées, les stations qui ont été incendiées, tout ce qui a été détruit, on va vraiment, à qui va vraiment payer cela? On doit demander cela à qui? Au gouvernement actuel ou au commanditaire de ces personnes qui ont envoyé? Parce que on est bel et bien conscient que j'ai compris ta question. S'il y a arrangement, ça veut dire qu'il y a eu. Non, j'ai compris. En fait, je ne vais pas développer. Non, j'ai compris, je vais te répondre. Oui, je voudrais savoir, pour chuter, je voudrais savoir par rapport à tout ce qui s'est produit comme les casses là dans le pays. On va dire, si nous-mêmes, les victimes, si nous les victimes, on doit porter plainte à qui? Non, laisse-moi te poser, j'ai compris, je te réponds simplement. D'abord, nous autres, nous sommes humanistes. Hein. Ça veut dire que la vie humaine est d'abord celle qui doit être protégée au-delà de tout. Il n'y a rien qui vaut la vie. Rien. Même un bateau ne vaut pas la vie humaine. C'est pour ça que lorsqu'un pays est agressé, les pays qui ont compris le sens de la vie humaine, lorsque un de leurs concitoyens est capturé, pris en otage quelque part, on est prêt à envoyer des militaires qui vont peut-être mourir en dizaines, mais pour sauver la vie de cette personne. La vie est importante, la vie est essentielle. Et quand on le fait, c'est un signal qu'on donne aux ravisseurs. La vie est au centre de tout. On gouverne un pays parce qu'il y a des âmes vivantes. Personne ne va gouverner le désert. Il n'y aura pas un président du Sahara. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas un gouvernement dans le Sahara. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de vie humaine. Quand vous ne gouvernez pas pour les biens, vous gouvernez pour les hommes. Et les biens qui sont là permettent aux hommes qui sont là de vivre. Vous avez la responsabilité des biens pour pouvoir redistribuer, pour que les âmes puissent vivre. Donc, la première chose, c'est la vie humaine. Et ce gouvernement a failli. Lorsqu'un monsieur, comme Ekada disait, est arrêté, vous avez vu les images de Saddam Hussein quand il a été arrêté. On regardait sa dentition, un certain nombre de choses, on regardait sa santé. On ne l'a pas laissé mourir. On l'a jugé, on a pris soin de sa santé. Et comme les textes disaient que, bon, il méritait la pendaison, on l'a pendu après. Donc, même les barbares savent ce que c'est que la vie humaine. Parce que même les barbares se protègent d'abord entre eux. Ce gouvernement a failli à cela. Face à cette réponse où on dit que les gens ont cassé, face à cette réponse, ils ont pris les armes lourdes. Ils ont mitraillé leur propre peuple. Et dans ce sens-là, le gouvernement en assume l'entière responsabilité. Pourquoi? D'abord parce que protéger les Camerounais n'est pas une faveur, c'est un devoir. Pourquoi c'est un devoir? Parce qu'ils sont payés et qui les paye, c'est le peuple camerounais. Celui qui paye ordonne. Celui qui paye ordonne. Si le président Paul Biya a tous ces avantages-là. Non, je vous réponds, c'est pas, vous acceptez ma réponse parce que ma réponse est aussi éducative. Elle n'est pas seulement à vous. Je vous ai laissé poser cette question, même si ça ne correspond pas à ce que moi je veux ici, mais je vous laisse poser cette question parce qu'en vous répondant, je réponds aux autres. Celui qui paye ordonne. Le fait que la fille du président de la République est dans des hôtels en Europe et tout ça, on sait très bien qu'elle ne travaille pas et que c'est son père qui lui donne cet argent, ou sa mère. Cet argent vient d'où? Elle vient du peuple, de la richesse du peuple camerounais. Et donc, au nom de cela, son père a une mission. Cette mission, c'est... Non, tu vas m'écouter. Ta question est passée. Tu vas m'écouter et je vais répondre par rapport à ça. Donc, la mission du président de la République, c'est de servir. Donc, s'il y a des gens qui ont été cassés, ces gens-là
doivent se retourner contre le pouvoir en place. Parce que c'est le pouvoir en place qui est la source du problème. C'est le pouvoir en place qui a triché aux élections. C'est le pouvoir en place qui n'a pas su encadrer les manifestations. Et c'est le pouvoir en place qui a appauvri ces Camerounais qui sont allés casser. Si c'est même ces Camerounais qui ont cassé. Parce qu'il y a une autre thèse qui dit qu'on est parti chercher des mercenaires pour venir casser et pour diaboliser le mouvement. Mais au-delà de ça, 237, option 237, au-delà de ça, je suppose que vous vivez dans la diaspora, et même si vous vivez au Cameroun, vous voyez ce qui se passe en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un peu partout. Lorsqu'il y a une grève, il y a des casses. Lorsqu'il y a des manifestations où les gens ne sont pas contents, il y a des casses. Il y a des casses. On brûle les voitures des citoyens. Les manifestants cassent les vitres, détruisent même certains magasins. C'est au pouvoir de payer. Parce que c'est notre argent. Nous pouvons décider même de tout détruire. On va reconstruire quand il s'agit de nous-mêmes. Donc, ceux qui sont victimes de casse, celui qui doit les dédommager au Cameroun, c'est le pouvoir. Parce que si ce pouvoir avait pris ses responsabilités, ils auraient mis un système d'assurance qui protégerait même ces gens-là. Donc, c'est le pouvoir qui doit payer. Si vous avez eu votre boutique qui a été cassée, vous allez vous plaindre au gouvernement. S'ils n'avaient pas triché pendant les élections, on n'aurait pas eu cette situation. Ils ne peuvent pas nous voler nos votes, nous voler nos avenirs, nous voler nos années. Et lorsque on pleure, ils nous disent que vous avez suffisamment pleuré, en pleurant vos larmes, on salit le sol. Qui va donc balayer ce sol-là? Non, c'est eux qui vont balayer le sol. Vous vous rendez compte de tous les détournements qu'il y a eu au Cameroun? Simplement l'argent qui a été détourné pendant le Covid règle tous ces problèmes-là. L'argent qui a été détourné par rapport à la CAN 2021 règle tous ces problèmes et il y a encore l'argent qui reste. Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Donc vous venez sur un panel, ça dit que vous êtes, je suppose que vous l'êtes, vous êtes humaniste. Donc vous êtes humaniste. Et lorsqu'il y a une manifestation, vous ne cherchez pas la source du mal. Vous n'allez pas chercher les racines du mal. Mais ce qui vous intéresse, c'est tout ce qui est aérien. Ce qui vous intéresse, c'est de dire, mais quand on a cassé les choses déjà, mais qui va les restaurer, qui va les restituer? Mais l'État va les restituer, monsieur. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est l'État qui doit restaurer cela. Et ceux qui pensent que ce que nous vivons là, c'est quelque chose de bien, non, ce n'est pas quelque chose de bien. Et donc, quand tu me poses la question, vers qui on va se plaindre? On va donc se plaindre vers l'État du Cameroun. C'est celui qui crée le problème doit être celui-là à qui on impose la réparation. C'est un principe de justice. Vous frappez quelqu'un, la personne va à l'hôpital. Il y a des dégâts qui s'imposent, c'est vous qui payez. Donc c'est l'État qui a posé le problème. La victime, c'est le peuple camerounais. La victime, c'est celui qui s'est vu voler son vote. La victime, c'est celui qui s'est vu shooter comme un lapin par des gens avec des armes lourdes dans la ville. C'est les victimes, c'est nous. Et notre bourreau, c'est le peuple camerounais. Donc au moment des réparations, c'est le bourreau qui paye. Ce n'est pas la victime qui se paye encore. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, il n'y a pas d'autres questions. Quand vous venez poser des questions ici, je vous réponds. Moi, je suis tout à fait d'accord. Posez votre question. Je vous laisse la poser, mais je vous réponds parce que la réponse doit être éducative. Pour vous-même. Parce que ce que Option 237 a fait, il ne se rend même pas compte. Si c'était un de ses petits frères qui était mort, il ne devait même pas en train de dire que les magasins ont fait ceci, il serait en train de pleurer son petit frère. Et votre petit frère, s'il était mort, peut-être parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment, peut-être que en passant une balle perdue, l'a pris et il est tombé. Si tel était le cas,
qui devait être responsable. Le responsable, c'est celui qui a créé la situation. Et qui a créé sa situation? C'est Paul Biya, c'est le Conseil constitutionnel, c'est Eleka, c'est le MINAT, c'est le ministre de la Défense, c'est le secrétaire d'État à la gendarmerie, c'est la DGSN, bref, c'est tout le gouvernement de John Mouté. Bon, alors, je vous laisse, c'était la question de option 237. Je remercie déjà Option. Je le remercie déjà d'être passé, de poser sa question. Il a posé sa question avec tout le respect, donc moi ça ne me pose pas de problème. Je l'ai descendu parce que j'avais entendu sa question, j'avais compris sa question et je voulais répondre. Je ne voulais pas que ça devienne un jeu de ping-pong. Parce que ici, nous ne sommes pas dans la compréhension de ce système qui viole les Camerounais. Nous ne sommes pas dans la compréhension. Nous ne sommes pas ici pour accabler un peuple déjà accablé. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas ici pour trouver des circonstances atteignantes au gouvernement qui crée tout ce bordel. Nous ne sommes pas ici pour dire que bon, les gens ont quand même exagéré. Non. Qu'ils exagèrent, n'ont même pas suffisamment exagéré. Qu'ils se fâchent même encore plus. Qu'ils aiment même encore plus. Qu'ils fassent encore plus que ce qu'ils ont fait. Parce que c'est leur droit. Et nous devons faire ce que nous devons faire. Et je vous dis, mes frères, ce collectif doit agir. Et ce n'est pas une question de distance. Je ne parle pas de plainte dans un pays. Je parle de plainte dans plusieurs pays. Quand je parle de la justice internationale, il ne s'agit pas de la CPI. Il ne s'agit pas de la CPI. Il y a d'autres personnes qui vont s'occuper de la CPI. Mais il s'agit de nommer des gens et de trouver des moyens pour déposer des plaintes dans plusieurs pays dans le monde et en Afrique. Et ça, nous devons nous activer au plus tard, début d'année prochaine, pour que ces plaintes soient déposées, que nous commencions à suivre cela, parce que ces gens-là, avant qu'ils se lèvent pour aller dans un autre pays, ils devront réfléchir à plusieurs niveaux, à plusieurs reprises. Et nous devons aussi traquer tout ce qui donne le fait qu'ils aient des liens avec un pays. Parce que si quelqu'un a acheté une maison dans un pays, il a des liens avec ce pays, on peut bien naturellement l'attaquer en justice. Il y a certains pays qui prennent des plaintes sans regarder les attaches et ils vont évaluer ces plaintes-là. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Donc, si vous savez, si tel ministre a une maison dans tel pays, sachez que là-bas, on peut faire une plainte en bonne et due forme. Tout le monde a le droit d'acheter des maisons partout, mais quand vous commettez des crimes, quand vous torturez votre propre peuple, on doit pouvoir fuir. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des prête-noms. Même ces prête-noms, on doit suivre. Parmi les prête-noms, pour la plupart d'entre eux, c'est certaines influenceuses qui vendent des produits. Vous ne savez pas très bien ce que ça donne, mais au dernier moment, vous les voyez toujours prospérer. Même ces personnes-là, on doit fouiner, on doit suivre ça. C'est-à-dire que ces gens, leurs prête-noms ne doivent pas avoir le sommeil tranquille. Parce que nous-mêmes, on n'a pas le sommeil tranquille. Si nous voulons avoir le sommeil tranquille, nous devons équilibrer les forces. Nous devons équilibrer les forces. Vous savez, ils détournent de l'argent. Ils braquent les élections. On peut pleurer, on peut crier, on peut manifester, ils se maintiennent. Ils n'ont pas le droit de nous tuer parce que nous on manifeste. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de nous tuer. Ils n'ont pas le droit de tuer nos enfants. Je vous souhaite une bonne soirée. Ceux qui sont intéressés pour jouer un rôle, quel qu'il soit, dans le collectif, saisissez-moi inbox. On s'organisera. Bonne soirée et à demain.